chers Thầy, chers frères et sœurs, chère communauté, chers sangha, chers amis, nous sommes le lundi 16 avril de l'an 2018 et nous sommes au hameau du Bas pour la retraite francophone. Donc quand nous venons au village des Fruiniers, c'est un centre d'entraînement à la pleine conscience. Donc ensemble, les moines et mouniennes peuvent être un peu les coachs pour cet entraînement. Et ensemble nous nous entraînons à la pleine conscience. Et il dit pleine conscience, il dit pleine conscience de quelque chose. Vous voyez, on entend la cloche et on porte l'attention sur notre souffle, de l'inspire et l'expire. À ce moment-là, nous avons la pleine conscience de notre souffle. Et tout à l'heure, quand nous ferons la méditation marché, nous portons notre attention sur la plante de nos pieds, et donc nous avons la pleine conscience de chaque pas que nous faisons. Donc pleine conscience, c'est toujours pleine conscience de quelque chose. Quand nous lavons la vaisselle ou quand nous coupons les légumes, nous portons notre attention, c'est notre esprit sur cette action-là. Et donc, nous générons une certaine énergie de pleine conscience. Mais pourquoi on nous ressasse sans arrêt que au village Fruinier, c'est d'abord le souffle. Vous voyez, la pleine conscience du souffle. Parce que le souffle est toujours là. Des fois, si on coupe les légumes, mais on ne coupe pas les légumes toute la journée. Ou, par contre, on peut souvent dans la journée. Donc, le souffle et les pas sont des moyens vraiment très disponibles. Donc, c'est facile de revenir à ces moyens-là. Le souffle ou les pas. Mais, à chaque fois qu'on fait une action et où nous mettons tout notre esprit là-dedans, c'est aussi la pleine conscience. Nous générons aussi l'énergie de la pleine conscience. Et donc, nous revenons à notre souffle. Parce que le souffle, c'est déjà... ça engage presque tout le corps déjà. Donc ça veut dire que quand nous revenons à notre souffle, nous commençons à ramener l'esprit, nous recentrer la tête et les jambes, je veux dire, sur cet axe, cet axe vertical, qui nous relie aussi, donc, la tête et les jambes, les pieds et la tête, et puis la terre et le ciel. Et ce n'est que quand nous pouvons être vraiment un, corps et esprit un, que nous allons pouvoir aussi nous recentrer, donc d'abord un axe vertical, mais aussi un axe horizontal. C'est quand je peux être vraiment là à 100%, corps et esprit unifiés, que je peux vraiment me connecter à 100% avec la personne qui est à côté de moi, qui est proche de moi, qui peut être ma partenaire, mes bien-aimés, mes enfants, par exemple, ou mes parents, ou ma mère. Et parce que si nous sommes à côté de quelqu'un que nous aimons et nous disons qu'on l'aime, mais que
notre attention est plutôt sur la messagerie Facebook ou quelque chose comme ça, je suis là, je suis en train de toucher, là, enfin, vous voyez? Eh bien, je suis dans mes messages. Je ne suis pas vraiment disponible dans l'instant présent pour mes personnes que j'aime, les personnes que j'aime. Donc, cet axe vertical va permettre, cet axe horizontal, mais on va... c'est même pas un axe, c'est plutôt des plans. Et puis, plus nous générons cette énergie de pleine conscience, c'est même une bulle qui va nous envelopper, cette bulle de pleine conscience. Donc il y a une troisième dimension, puisque c'est une question d'énergie. Équivalent, c'est l'auréole des saints, si vous voulez, et donc le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que notre maître fait souvent l'analogie ou la comparaison de la pleine conscience. Quand la pleine conscience vous habite, quand vous avez cette énergie-là, quand nous arrivons à générer cette énergie-là en nous, nous sommes habités aussi par le Saint-Esprit. Et donc, plus nous générons, et surtout collectivement, cette bulle chaque bulle individuelle va s'associer, et nous arriverons à embrasser tout ce qui est autour de nous. Bien sûr, nous embrassons déjà ce qui est en nous, comme corps, comme sensation, comme émotion. Mais nous allons pouvoir aussi embrasser ce qui est autour de nous. Ça, c'est ce qui se passe quand on se met à côté d'une personne sainte, une sainteté. Et on peut sentir sa bulle d'énergie, cette paix et cet amour de cette personne-là, de cette personne sainte, qui peut être le Dalai Lama, qui peut être Mère Teresa, c'est cette énergie de compassion, cette énergie d'amour, ça nous touche. Donc, c'est cette bulle. Donc ça, c'est la troisième dimension. Et ceux qui aiment les séries de la quatrième dimension, mais ne rigolez pas. Tout à l'heure, nous avons invoqué le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara, c'est l'énergie de compassion. Et qu'on veut envoyer à ceux qui en ont besoin, surtout à ceux qu'on aime. Eh bien, imaginez-vous que si vous n'avez plus aucun autre moyen de les aider, il n'y a plus que cette quatrième dimension. C'est-à-dire, je vais envoyer mon énergie de compassion et de paix à l'être cher qui est en difficulté actuellement. Mais ça, à condition seulement que nous sommes vraiment centrés. La prière, c'est là l'énergie de prière, elle ne marche que si nous sommes vraiment centrés et a fortiori quand nous sommes plus, nous nous associons à cette énergie de conscience et nous l'envoyons. Et ça, c'est la quatrième dimension et elle arrive dessus. L'énergie pour voyager à la vitesse de la lumière, voire plus. Voilà. Donc on va écouter un son de cloche pour nous entraîner toujours à cette pratique pour générer cette énergie de pleine conscience avec notre souffle.
Donc maintenant qu'on a défini un peu ce que c'est la pleine conscience, hein, la pleine conscience a plusieurs vertus, je dirais. Donc, primo, c'est une énergie qui nous ramène, qui nous rend vivants. Vivants dans le sens qui nous ramène à la vie. Parce que c'est comme si nous marchons, mais que nous pensons, que nous sommes obnubilés par nos souffrances, que nous pensons seulement au futur. Et ben, c'est comme si un peu nous traînons notre corps, mais notre corps n'est pas habité par notre esprit. Hein? Parce que nous sommes projetés dans le futur ou nous sommes perdus dans le passé. Et donc, première vertu, c'est l'énergie de la pleine conscience, nous aide à nous rendre vivants. Hein? Dans l'instant présent, 100%. Hein? Non vers le futur et non attachés au passé. Et c'est pour ça que dans le sutra de celui qui sait vivre seul, on parle de notre rendez-vous avec la vie. Il faut être vivant pour être au rendez-vous avec la vie et ne pas le manquer. Et donc la pleine conscience, nous j'ai dit, il y a le sujet, il y a l'objet de pleine conscience et tous les deux interpénètrent. Se révèlent, se manifestent en même temps. Donc si la pleine conscience nous aide à nous manifester en tant qu'être complètement vivant, elle va aider aussi à révéler la vie autour de nous, ainsi que ses merveilles. Vous voyez, puisque je suis en pleine conscience, je suis vivant, et à ce moment-là, je peux savourer, je peux me réjouir beaucoup plus de la fleur que d'habitude si je passe et que je ne suis pas en pleine conscience, si je ne suis pas complètement présent, la fleur n'est pas aussi belle. Ou bien le chant de, vous voyez, de la rainette. C'est le Bouddha. Et quand par exemple, quand nous pratiquons la méditation au marché, hein, surtout ensemble, en communauté, et ben, soudain, cette énergie de paix, de calme, va aider à révéler beaucoup mieux. Les chants des oiseaux sont plus sympas, sont plus beaux. Hein? Voilà, donc, deuxièmement, la pleine conscience révèle la vie et ses merveilles à nous. Et puis, la pleine conscience, c'est aussi un nutriment, ça nous nourrit. Et tout à l'heure, on a dit, si nous sommes à côté de notre bien-aimé et que nous sommes vraiment là, à 100% avec elle, nous pouvons lui dire, voilà, je suis vraiment là pour toi. Et j'offre ma présence pour toi. Et toute mon attention est dirigée vers mon être bien-aimé. Donc, je nourris mon amour pour elle. Vous voyez? Donc ça, c'est la capacité, la vertu de la pleine conscience qui peut nourrir beaucoup de choses. Nous nourrit, nous, bien sûr, notre corps et notre mental, notre esprit, mais ça nourrit aussi, surtout, nos relations et surtout notre amour pour nos proches. Parce que si l'amour est comme toute chose, comme la fleur,
si nous ne la nourrissons pas comme il faut, ben, il va se faner. La fleur va se faner. Et notre amour, si nous vivons tous les jours, dans la vie quotidienne, mais que nous ne faisons pas attention à notre bien-aimé, peut-être qu'un jour, il va s'en aller. Il va s'en aller. D'une façon ou d'une autre. Et là, on va se rendre compte. Donc, la pleine conscience nous aide à faire de chaque instant une nouveauté. Et ça aide à chaque instant de renouveler notre amour, en faire quelque chose de neuf. Et c'est ça, cet enseignement, cette sagesse sur l'impermanence, que nous pouvons faire l'expérience si à chaque fois nous regardons avec un regard neuf. Et ça, la pleine conscience nous aide à le faire. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ma mère, qui va bientôt avoir 80 ans. Donc je sais que le temps compte et il faut que je me rappelle à chaque fois de ne pas trop me disputer avec elle. Vous voyez? C'est pas facile, hein? Mais je pratique comme pour chacun d'entre nous et je pense que ça s'arrange quand même. Ceux qui me connaissent, ça fait plusieurs fois que... Mais je vous assure, je fais de petits progrès. Et la pleine conscience permet aussi de guérir. Non seulement nourrir, mais guérir. Vous voyez? Guérir, bien sûr, en nous, ce qui est développé actuellement, c'est exponentiel. Vous, par exemple, entendez parler de la mindfulness de Christophe André, de Jon Kabat-Zinn. C'est une croissance exponentielle de l'application de la pleine conscience dans la médecine. Et d'ailleurs, méditation, il y a la même racine que médecine. Et a fortiori, la méditation de pleine conscience va pouvoir, on va s'occuper, puisqu'on dirige notre attention sur les parties du corps qui sont douloureux, qui sont tendues, et quand vous pratiquez la relaxation, on amène la détente, la relaxation à cette partie du corps, et ça nous permet de détendre. Et la détente, bien sûr, est un élément essentiel à la guérison. Et donc, qui dit pleine conscience, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de pleine conscience, mais ici, c'est un entraînement à la pleine conscience. Et comment on le fait? On le fait à travers la méditation. Donc, on médite, en fait, toute la journée, non seulement la méditation assise, mais nous amenons la méditation dans la vie quotidienne. Et la méditation, elle a toujours existé avant le Bouddha, c'est pas le Bouddha qui l'a inventé. Et la définition de la méditation, d'abord, c'est la contemplation d'un objet donné. Une des définitions de la méditation. Et la deuxième définition, c'est examiner de manière rapprochée les caractéristiques d'un phénomène. Donc on commence à approcher, de regarder de plus près. Et puis,
La troisième définition, une des définitions possibles, c'est éliminer ou brûler. Éliminer quoi? Brûler quoi? Les souffrances ou les afflictions. Et la méditation bouddhiste, il ne peut pas y avoir de méditation bouddhiste sans pleine conscience. Donc j'ai parlé d'abord de la pleine conscience, maintenant on va parler de la méditation. Méditation de pleine conscience. Et qui dit méditation dit pleine conscience, et quand on est pleine conscience, puisque notre mental, notre esprit est focalisé sur un objet, et un seul objet, à ce moment-là, nous sommes plus dispersés et nous sommes concentrés. C'est comme une loupe, nous focalisons sur un objet, sur une feuille morte, et puis la loupe va focaliser la chaleur du soleil et aider à brûler. Donc c'est pour ça qu'il y a un des sens possibles de la méditation, c'est éliminer et brûler. Donc avec la méditation de pleine conscience, si nous avons assez de concentration, nous allons pouvoir diriger cette énergie vers nos difficultés de la vie quotidienne, vers nos souffrances, vers nos colères, notre mal-être, et nous allons maintenir cette concentration assez longtemps. Il va nous aider à brûler et révéler la cause profonde de notre mal-être. Et la concentration, c'est vraiment maintenir notre mental, notre esprit, à égale distance des deux extrémités. Les deux extrêmes, on va dire, extrêmes. D'un côté, c'est la somnolence, et de l'autre côté, c'est l'agitation. Vous voyez? D'un côté, on sombre, on coule vers la torpeur, vers la lourdeur, vers la somnolence, et de l'autre côté, on flotte trop haut, dans les énergies, des pensées, de l'anxiété, des soucis. Et bien ça, c'est l'agitation, la dispersion. Et la concentration, c'est l'art de maintenir notre mental pour qu'il soit vraiment en équilibre et qu'il ne soit pas trop d'un côté ni de l'autre. On maintient arrêté sur un objet seulement. Donc, pleine conscience, concentration et méditation. Et il y a une autre définition de la méditation, c'est la culture. Culture. Bhavana en sanskrit. Et il y a la culture physique et la méditation de pleine conscience, c'est une sorte de culture mentale. Et bon, à la différence de la confiture, la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Okay? C'est connu. Mais la pleine conscience, plus on l'étale, plus on en a. Vous comprenez? Plus on l'étale dans la journée, qu'on nettoie les toilettes, qu'on va laver la vaisselle, qu'on va couper les légumes, plus on l'étale dans la journée, mais notre emploi du temps, c'est fait pour ça. On l'étale dans la journée et on la cultive, la pleine conscience, et à la fin de nos journées, on est plutôt rempli. Donc, la méditation bouddhiste, il y a cette trinité.
excusez-moi hein, s'il y en a qui sont allergiques à la Trinité, mais la Trinité du village du Prunier, c'est la pleine conscience, la concentration et la vision profonde ou la compréhension. C'est-à-dire, si on est en pleine conscience, générer assez d'énergie de pleine conscience et nous avons assez de concentration, nous allons pouvoir commencer à comprendre notre mal-être. Qu'est-ce qui sont les causes de nos souffrances, de notre mal-être? Vous voyez? Nous allons nous éveiller. Et on n'a pas besoin d'un éveil flash, disons, un éveil transcendantal. Notre pratique ici, c'est l'éveil à chaque instant. Et ne serait-ce qu'à l'éveil à notre corps. Qu'est-ce qu'il a en ce moment? S'il a des tensions, c'est déjà... Ah, je suis là avec mon corps et je commence à noter que mon corps a des tensions, que je commence à avoir un peu d'irritation dans mon esprit. C'est déjà cet éveil-là, vous voyez? Et on n'a pas à fantasmer sur les histoires zen ou les patriarches. Il ne fait que bêcher et puis paf, il touche sur un caillou, la bêche, et puis le caillou rebondit sur sa tête et il atteint l'éveil. Non, mais il y a des histoires comme ça, il y a plein d'histoires comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne raconte pas qu'ils ont médité 20 ans, 10 ans, 10 heures par jour. Donc nous, si on médite que 45 minutes le matin et une demi-heure le soir, bon, on va se contenter des petits éveils. Mais je vous avoue que l'éveil, elle arrive aussi de temps en temps, des petites compréhensions. Par exemple, je ne savais pas pourquoi j'avais une tendance à être jaloux. Jaloux d'autres frères ou d'autres sœurs, par exemple, vous voyez, quand d'autres frères ou d'autres sœurs donnent des enseignements où les gens sont émerveillés, et puis moi j'ai je me sens pas, c'est pas terrible, je sens pas. Non, je rigole, hein. Enfin, je blague. Quand même, je respecte. Mais peut-être parce que des fois, on est un peu... On entend tout le temps, vous voyez. Et puis, on est un peu... Des fois, on est peut-être un peu blasé, entre guillemets. On est un peu... Mais ce sentiment de jalousie, quand ça vient, je ne me sens pas bien. C'est pas normal. Normalement, on devrait cultiver, surtout pour les monastiques, d'être joyeux avec la joie des autres. Politiquement correct. Ben oui, non? Mais en fait, un jour, j'ai eu cette flash. Mais en général, ça vient de notre enfance. Hein. Et bien sûr, je me souviens que c'est vrai que depuis petit, j'étais jaloux. Pourquoi? Parce que je suis le 4e garçon d'une famille de 5 garçons. Hein? Et au Vietnam, on dit quand c'est 5 filles, c'est 5 princesses. Mais quand c'est 5 garçons, c'est 5 diablotins. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de bêtises. C'est peut-être pour ça qu'il faut que je sois moine maintenant pour payer mon karma un petit. Mais je continue à faire des bêtises. Et donc j'étais le 4e
Et chacun est espacé de 2 ans. Et c'est très régulier. Mais c'est vrai que dans les familles vietnamiennes nombreuses, c'est assez régulier, même 1 an. Vous voyez. Et puis, donc, quand ça arrive à moi, normalement, ça s'arrête. Hein? Mais ma mère a toujours voulu avoir une fille. Dès le premier. C'est pour ça on porte tous la même robe de fille dès le premier. Elle l'achète d'avance. Mais à son époque, il n'y avait pas d'échographie. Hein. Quand je regarde les photos de famille, c'est rigolo. On a tous la même robe. En forme d'oiseau, il y a une queue d'oiseau, vous voyez, une robe de fille très mignonne. Et donc, arrivé à moi, normalement, ça devait s'arrêter. Donc, j'étais le chouchou pendant 4 ans. Le dernier, vraiment, mon père voulait s'arrêter, mais ma mère, elle veut un dernier. Vous voyez? Et donc, est arrivé mon dernier frère, qui est espacé de 4 ans de moi. Hein? Et bien, il a pris toute l'attention de ma mère. Vous voyez? Et là, j'ai compris. J'ai essayé de pleurnicher et tout ça, mais elle s'en foutait. C'est fini. Ce n'est plus le rôle du petit dernier. C'est vrai, dans la famille vietnamienne, le petit dernier, il est très chouchouté. Voilà, donc j'ai compris d'où vient ma jalousie. Et des flashs comme ça de compréhension m'aident beaucoup à accepter cette jalousie d'enfance et ne pas se culpabiliser ou ne pas se faire de mal, quoi. Donc une fois accepté, ok, mais vous voyez, c'est en vivant en communauté que ça aide à beaucoup plus transformer. Facile, c'est plus facile. Donc maintenant, je peux dire que je suis beaucoup moins jaloux. Et quand je développe une vraie fraternité avec mes frères et sœurs dans la Sangha, et ben, quand ils donnent un enseignement super, et ben, je suis content pour notre communauté et pour notre maître. Et bien sûr, je suis fier d'avoir une frère ou une sœur qui continue notre maître comme ça. Oui. Donc, je n'ai pas eu trop besoin de travailler dur pour transformer cette jalousie, mais c'est en ouvrant son cœur, puisqu'on a parlé de cet axe horizontal, hein, plus on ouvre et qu'on fortifie notre relation fraternelle, et ben, ça se transforme tout seul. Oui. Voilà, on va écouter un son de cloche. Donc cet entraînement à la pleine conscience, hein, cette culture de la mentale de la pleine conscience, c'est, comme je vous dis, c'est non un entraînement, c'est une répétition, parce qu'on répète à chaque fois, hein, on s'entraîne. Je préfère s'entraîner, répéter ou s'entraîner. Chaque fois on s'arrête et on renouvelle. Chaque fois, s'entraîner, c'est pour... Avec la répétition, on arrive à en faire une habitude. C'est et à faire, c'est-à-dire quand on entend une cloche, on n'a même plus à réfléchir s'il faut s'arrêter ou non, on respire.
quand on coupe les légumes et qu'on est-ce que je dois être conscient ou non? On répète pour que la pratique devienne une habitude. Et ce sont des habitudes, ces pratiques ou ces habitudes qu'on cultive au village punier, c'est des habitudes au bonheur. Puisque ces pratiques-là nous aident à revenir et à cultiver cette paix et cette joie en nous. Et ce calme en nous. Alors que, bien sûr, dans notre vie très occupée à l'extérieur, et quand nous n'avons pas assez d'espace intérieur, quand nous n'avons pas assez de... ça arrive que nous cultivons des habitudes, mais qui ne sont pas bénéfiques à notre bien-être. Par exemple, quand nous avons cette habitude de réagir et de répondre de suite à quelque chose, ça peut engendrer des réactions de colère ou autres, vous voyez, qui va contribuer à notre mal-être plutôt que notre bien-être. Et ces mauvaises habitudes, je dirais, les habitudes non bénéfiques, pour les transformer, c'est très difficile. Surtout si on n'a pas une communauté, on n'a pas une sangha. Les habitudes, mais disons plus, les pires, ce sont les addictions. Mais bon, les plus graves, je dirais. Donc, il y a deux stratégies. Soit on se focalise sur les mauvaises habitudes, les habitudes non bénéfiques, et on va travailler avec. Ou alors, on les laisse là, on sait qu'ils sont là, mais on va cultiver de bonnes habitudes. Et puis, si on cultive les bonnes habitudes, les bonnes habitudes vont prendre petit à petit la place, vont prendre plus de place et ne permettent pas aux mauvaises habitudes de croître. Donc là, tout l'art, c'est de cultiver des bonnes habitudes et en faire des habitudes, donc, vous voyez. C'est-à-dire, habitude ici, c'est quand on y porte plus attention, on en est plus conscient, et puis on le fait de manière subconsciente. On les met dans notre subconscient, vous voyez. Alors que les mauvaises habitudes, c'est ancré dans notre subconscient, il faut pouvoir les sortir. Chaque fois que ça vient, il faut, avec notre pleine conscience, tout de suite l'éclairer. Donc, le faire sortir du subconscient pour pouvoir travailler avec, la transformer. Alors que les bonnes habitudes, c'est avec la répétition, avec l'entraînement, on va les mettre dans le subconscient. Et à ce moment-là, la pratique devient beaucoup plus facile. Et donc, je voudrais vous parler aujourd'hui donc ces bonnes habitudes. Et il y a plusieurs façons de cultiver les bonnes habitudes et les 6 paramitas. Les 6 paramitas sont des pratiques qui nous aident à cultiver ces bonnes habitudes. Donc on va aller. Donc les habitudes au bonheur. Habitude, il y a la racine. On va mettre habitude au bonheur.
voyez, en sanskrit, c'est karma, vachana. Pour définir l'habitude, c'est l'action qui parfume. Donc vraiment, c'est cette notion de parfum qui vous imprègne. Et ça devient une habitude. Donc habitude formée par l'action. Habitude formée par l'action. Et action ici, c'est l'action du corps, de la parole et des pensées. Et vachana, c'est vraiment parfumage. Donc, ça dépend de ce que nous voudrions nous parfumer. Quand les sœurs font des nems dans la cuisine, si vous passez, eh ben, vous sentez les nems. C'est vraiment le parfumage. Donc, on avait dit tout à l'heure, les mauvaises habitudes qui sont dans le subconscient, on va les éclairer à la conscience mentale. Grâce à la pleine conscience. Et les bonnes habitudes, puisqu'on, par exemple, l'habitude de porter l'attention sur nos pas au début, nous en sommes bien conscientes. De la conscience mentale, avec l'entraînement et la répétition, on va les mettre dans le subconscient. Vous voyez. Et bien sûr, vous connaissez bien cette image classique de notre conscience, avec la partie conscience mentale en haut, et puis la conscience du tréfonds en bas, ou alaya. Et la conscience du tréfonds ici, c'est la partie inférieure. La partie supérieure, c'est ce que nous sommes conscients. Et la partie inférieure, il y a le subconscient, la partie superficielle, c'est le subconscient. Et puis, la partie plus profonde, plus inférieure, c'est tout ce qui est inconscient, inconscient individuel, inconscient collectif. Mais en psychologie bouddhiste, la alaya, la conscience du tréfonds, comprend tout ça. Mais il faut imaginer que ça, c'est pas limité dans le cercle, mais ce sont des rivières. Notre conscience mentale, c'est une rivière, et le subconscient aussi, ainsi que même la conscience du tréfonds, c'est plus qu'une rivière, c'est l'océan, où toutes les rivières reviennent. C'est vraiment, donc ça englobe tout, vous voyez. Tout est conscience, bien sûr, conscience alaya, presque, vous voyez. Et donc, quand vous pratiquez en communauté, en sangha, la sangha, l'œil de la sangha permet de détecter nos mauvaises habitudes que des fois nous ne nous rendons pas compte. Donc ça permet d'éclairer les comportements subconscients que nous avons et nous éclairer. Et c'est comme ça qu'on remercie la sangha lors des sessions d'éclairage de la sangha.
Et pour les bonnes habitudes, quand nous pratiquons avec la Sangha, c'est beaucoup plus facile à répéter, à s'entraîner. Et donc, l'entraînement collectif aide à cette répétition pour que la pratique devienne quelque chose de naturel, subconscient. Nous n'avons même pas à réfléchir quand nous pratiquons. Vous voyez? Donc c'est là l'art de la pratique en Sangha, à condition que nous ouvrons notre cœur, à condition que nous nous relâchons et nous laissons l'énergie de la Sangha nous embrasser. Et donc, tout à l'heure, j'avais parlé... bon, je vais peut-être effacer ça. Les 6 paramitas. Et déjà, on en a déjà parlé 3. Vous voyez? Donc la première, c'est Dhyana Paramita, c'est la méditation. La deuxième, c'est Shila Paramita. C'est des entraînements à la pleine conscience, des préceptes anciennement, des entraînements à la pleine conscience. C'est exactement la pleine conscience dont nous avons parlé tout à l'heure. Dans cet entraînement, et dans les prochains jours, nous aurons l'occasion d'avoir la présentation des 5 entraînements et d'en partager dans les familles. Et les entraînements à la pleine conscience, c'est la façon la plus concrète et la plus facile de cultiver la pleine conscience. Et la troisième paramita, c'est la prajna paramita, ou la sagesse, ou la compréhension, ou vision profonde, qui nous permettent d'aller éclairer des causes de notre mal-être, des causes de nos souffrances. Et donc, cette trinité, dans les 6 paramitas, c'est vraiment le cœur du lotus, si vous voulez. Ici, nous avons la compréhension. Nous avons la pleine conscience. Et la méditation. Ou la concentration. Vous voyez, déjà, nous avons abordé le cœur de cette trinité de notre pratique ici au village des Fouiniers. Donc, c'est déjà ces 3 paramitas. Et donc, le 4e paramita, c'est la Viriya paramita, ou la diligence,
ou effort juste. Et c'est là où on a besoin de ce schéma, c'est-à-dire l'effort juste. Il y a la diligence, il y a 4 pratiques, pour le comprendre, du point de vue de la conscience du tréfonds et de la conscience mentale. 4 pratiques. C'est-à-dire puisque la conscience du tréfonds, elle contient toutes les graines qui ne sont pas encore manifestées dans notre mental, comme des graines de jalousie, les graines de peur, les graines de colère, mais en même temps, elle contient aussi, c'est comme la terre, elle contient toutes les graines, aussi des graines de bonheur, des graines de paix, des graines de pardon. Et donc, la diligence, c'est quand une graine qui n'est pas bénéfique à notre paix et bonheur s'est manifestée comme une boule piquante dans notre conscience mentale. Vous voyez, quand c'est sous forme de graines et quand on l'arrose, par exemple la colère, avec une parole déplacée ou avec... elle va se manifester, puisqu'elle est arrosée, en formation mentale. Il y a une graine quand c'est en bas, et quand ça se manifeste, c'est une formation mentale. Formation parce qu'elle est faite d'éléments qui viennent d'ailleurs, comme là, cet arrosage par la parole. Donc quand une formation mentale s'est déjà manifestée, il faut savoir s'arrêter, pratiquer l'arrêt, revenir à sa respiration. J'inspire, je sais que la colère est déjà montée, et là, j'expire, je suis avec. Je souris à ma colère avec beaucoup de tendresse et je l'embrasse. Et avec l'entraînement, avec beaucoup de tendresse, je l'invite à revenir à l'état de graine. Okay? Et c'est comme ça, à l'entraînement, à chaque fois qu'elle se manifeste et qu'on s'entraîne à être avec, à l'embrasser et l'inviter à revenir à l'état de graine, de moins en moins, elle va se manifester. Et puis, si la graine de colère ne s'est pas encore manifestée, il ne faut pas l'arroser. Il ne faut pas l'aider à se manifester. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre dans un environnement, par exemple, là, ici, l'environnement bienveillant, et ben, nos graines de colère ne sont pas arrosées. De l'autre côté, si la graine de paix, la graine de joie, ne s'est pas encore manifestée, on va pratiquer pour l'arroser, pour l'aider à se manifester dans le mental. Et c'est ça qui va nous procurer, qui va nous nourrir. Et aussi, la pratique en sangha, quand vous venez ici et que vous êtes entouré de nos petites sœurs vietnamiennes qui rigolent tout le temps, même si vous ne comprenez pas ce qu'elles disent, mais la joie est communicative. Et donc, on peut rigoler avec elles, et ben ça aide notre graine de joie à se manifester. Et aussi, quand on est ici, nous sommes invités à sourire, à offrir notre sourire, et ben ça nous nourrit, et ça nourrit la graine de joie en nous aussi. Et si la graine de joie est déjà manifestée, ben, il faut la garder. C'est comme un invité qui est très cher, que nous aimons beaucoup. Il faut l'inviter à rester, à dîner avec nous. Et donc, je continue à respirer et j'essaie de la maintenir le plus longtemps possible. Et plus on maintient à l'état de manifester, l'état de fleur ici, plus on renforce la graine en dessous.
les racines de la graine. Et donc, plus on renforce à chaque fois, tac, il suffit de la titiller un peu, paf, elle se manifeste de suite. À notre intérêt. Voilà, la diligence. Et puis, bien sûr, pour qu'on dise l'effort juste, puisque la joie de la pratique, et surtout la joie de la pratique en sangha, c'est beaucoup plus facile. Quand on pratique la méditation marchée en sangha, nos pas sont presque portés par le groupe. Est-ce que vous l'avez remarqué? Et donc, quand on arrive à goûter ou à expérimenter cette joie de la pratique, cette paix dans la pratique, surtout collective, et ben ça nous encourage à continuer et à maintenir, à venir à la méditation assise avec tout le monde, et aussi à la méditation marchée avec tout le monde, sans avoir besoin de « Ah, il est 5 heures, il faut que je me réveille », tout ça. Chez vous, tout seul, c'est difficile. Chez nous, tout seul, c'est difficile. Voyez? Et puis, le 5e paramita. Oui, j'ai oublié, paramita, c'est les moyens, c'est ce qui nous aide à passer à l'autre rive. De la rive du mal-être, de la souffrance, et passer à l'autre rive du bien-être, de la liberté, de la paix et du bonheur, quoi. Vous voyez, paramita, c'est nous aide à passer à l'autre rive. Et ne pas couler dans nos souffrances. Enfin, se noyer. Si on, puisque c'est l'image de la rivière. Si on nage, on n'a pas des bouées comme ces paramitas. Des fois, si la souffrance est trop forte, on est trop lourd et paf, on peut se noyer. Et le 5e paramita, c'est la patience. Shanti paramita, ou la patience. Et au village Chiffrinier, on parle d'inclusivité. La patience, c'est l'antidote, ou l'inclusivité, c'est l'antidote de la discrimination. Et la patience, c'est vraiment la preuve de l'amour. Et je crois que notre maître a écrit une calligraphie que la patience, c'est la marque, c'est la preuve de l'amour. Inclusivité ou bienveillance. Donc, antidote. Donc, cultiver la patience pour aimer plus. Et bien sûr, tout dans la pratique s'applique à nous-mêmes, d'abord, n'est-ce pas? La patience ou l'inclusivité, c'est-à-dire qu'on accepte nos propres difficultés, nos propres parts d'ombre, nos propres défauts, comme tout à l'heure, j'avais parlé de ma graine de jalousie. On l'accepte, on l'embrasse, et on pratique avec beaucoup de bienveillance, et on lui donne assez de temps et d'espace à nous-mêmes. Parce que il faut avoir la foi dans la pratique. Mais si on dit, on vient depuis des années au village Chiffrinier, mais on n'arrive pas à se transformer nos défauts, nos mauvaises habitudes. Si, il y a toujours une transformation, puisque vous continuez à venir. C'est déjà
Et donc, faut être patient avec soi-même. Et quand on est patient avec soi-même, ça nous aide à être patient avec les autres. Et ça, j'ai remarqué que quand je commence à pouvoir être patient avec moi-même, je pourrais être patient avec ma maman. Parce que maman est en moi. Je sais que ce qu'elle a, je les ai. C'est pour ça que j'ai du mal avec elle. Donc j'apprends. Et puis, comme je vous ai dit, si ça ne marche pas cette vie, ça va être une autre vie. Donc patient. Mais ma mère va avoir 80 ans. J'espère quand même transformer avant. Et la sixième paramita, c'est Dana Paramita, ou le don et générosité. Et c'est l'antidote à l'égocentrisme et individualisme. Qui est un peu la maladie de notre époque. Et à large échelle, c'est antidote au protectionnisme. Et en fait, quand on donne, vous voyez, quand on donne, ça nous crée tout de suite une connexion. Que ce soit un don matériel, que vous donnez aux personnes nécessiteuses, ça vous crée une connexion avec eux. Ou quand on donne son sourire, c'est tout de suite une connexion. Et c'est ça que j'ai partagé à ma famille de partage hier. C'est que avec les années qui passent, j'ai noté qu'à chaque retraite francophone, j'ai de plus en plus d'amis. C'est fou, hein? C'est comme si je connais au moins un tiers. Et toutes ces connexions, cette relation fraternelle et amicale, ça me donne beaucoup de joie. Vous voyez? Et les études sociologiques prouvent que plus on a de connexions sociales, plus on est heureux. Puisque c'est l'antidote aussi à l'isolation et la solitude. Et c'est un peu, nous sommes comme un conduit, comme un tuyau. Plus on donne, mais plus le flux va rentrer. Donc c'est clair que plus je souris, plus je recevrai le sourire. Et quand je souris, je me donne déjà beaucoup de détente et de joie. Vous voyez? Un don de sourire, de parole, et le don de temps. Don de temps aussi. Qui est-ce qui croit que le temps, c'est de l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit à cet adage? Non? Personne n'y croit? Ah, il y a quelques-uns quand même. Mais c'est vrai que, heureusement, on est en France, parce que les Américains, bien sûr que eux, c'est le temps, c'est l'argent. Et il y a une étude récente qui dit que le temps, c'est de l'argent, mais y croire, ça va nuire à notre santé. Est-ce que vous y croyez? Non, vous croyez que le croire, si on croit que le temps c'est l'argent, et que on essaie d'optimiser tout dans notre vie, pour produire, et ça va nuire à notre santé. Parce qu'ils ont fait cette étude, ils font deux groupes, un groupe
qui prend le temps, comme nous, les frères au village des Fouiniers. On prend le temps de boire du thé, de s'asseoir le matin, hein, avant d'aller à la méditation. Et puis après la méditation, on s'assoit aussi pour boire le thé. Et on prend le temps de marcher. Hein, on ne court pas. Hein, parce qu'on ne sera pas payé plus si on court. Vous savez combien on gagne? On gagne beaucoup, mais en affection et vous voyez, en amitié, en fraternité. Et puis l'autre groupe, c'est vraiment la vie de One Street, quoi. Enfin, vous voyez, la vie de traders. Comment on dit ces gars-là? Oui, les traders. Vous voyez, ils font peut-être 18 heures par jour, j'en sais rien. Hein. Ils ne prennent même pas le temps de manger, tout ça, parce que le temps, c'est de l'argent. Et bien, si on fait ces deux groupes-là, et ils dosent le cortisol, qui est l'hormone de stress, salivaire, la salive. Ben, ce n'est pas un secret. Dans le groupe qui croit que le temps, c'est de l'argent, ils sont beaucoup plus stressés, c'est normal. Et puis le stress, bien sûr, c'est synonyme de maladie. Hein? Voilà, c'est 6 paramita. Ok, et il y a au village des Fouiniers, moi je rajouterai une 7e paramita. Attention, c'est mon invention seulement, hein, c'est pas. Ne dites pas que je. C'est la Sangha Paramita. C'est une habitude à cultiver la pratique avec la Sangha, à trouver de bons amis ou à former une Sangha pour pouvoir pratiquer. Vous voyez? Parce que dans le Sutra du bonheur, hein, il y a une phrase, c'est le plus grand des bonheurs, c'est vivre en compagnie des sages. Des amis sages. Et c'est l'antidote à la solitude, on a dit, à l'isolation. Et la communauté, c'est la connexion sociale, c'est la connexion communautaire, la convivialité, la Sangha, hein, c'est la convivialité. Convivialité égale prévention maladie. Et ça, ils ont fait des études aussi. Hein? Grâce au groupe, par exemple, italien, qui était en Italie, ils vont émigrer aux États-Unis, et il y a deux groupes. Un groupe qui s'intègre complètement dans la vie américaine, donc qui mange à l'américaine, des hamburgers, tout ça. Et puis, le groupe aussi qui, pareil, la même intégration du point de vue habitude alimentaire, mais d'un côté, ils gardent les traditions de faire des repas de fête, de se retrouver, de garder cette notion de grande famille, hein, des réunions de famille, des réunions de voisins, hein, dans le quartier italien, par exemple. Et ben voilà, dans le groupe, ils ont la même alimentation, et ben dans le groupe où ils ont la convivialité, ils sont beaucoup moins malades. Vous voyez? Donc, au village des Fouiniers, nous avons cette prévention. Hein? On n'a pas... Bon, déjà, on mange végétalien, hein? Mais même, vous voyez, on a déjà
On a beaucoup de cette détente, de cette, et de cette convivence, hein, c'est vivre ensemble, s'accepter et cultiver ensemble. Et dans la Sangha, dans la communauté, hein, vous trouvez les 4 composantes, toutes les 4, de l'amour véritable, qui est l'amitié, hein, l'amour bienveillance ou l'amitié, qui est la compassion, hein, qui est la joie et l'équanimité. C'est la non-discrimination, où on a parlé de l'inclusivité, où les personnes difficiles, grâce à l'énergie de la Sangha, on arrive quand même à les embrasser, à les accepter. Vous voyez? Et ça, c'est grâce à cette énergie collective. Et je voudrais savoir, nous sommes dans une retraite francophone, mais il y a combien de Français, si vous pouvez lever la main? C'est quand même la majorité, hein? Merci. Est-ce que vous pensez que la France est un pays heureux? Est-ce que vous êtes heureux? J'espère quand même, parce que... Mais bon, il y en a qui font du French bashing. C'est-à-dire qui voit tout noir en France, quoi. Alors que quand même, la France est un beau pays, non? Et je voudrais vous partager un texte de Jean d'Ormesson, écrivain et académicien. Donc déjà en 1995, il a écrit un article dans l'Express. Hein? Bon, il a disparu début décembre. Hein? Déjà en 1995, il a écrit dans l'Express un savoureux billet contre la tendance des Français à l'autodépréciation. Est-ce que c'est vrai? Un peu quand même. Les Français sont connus pour se plaindre. Hein? Donc ça s'appelait Heureux malgré tout et le bonheur d'être français. Bon, je cite, je termine avec une citation de son texte. Par Jean d'Ormesson, donc le bonheur d'être français. Donc 95, c'était le temps, par la fin de Mitterrand. Hein. J'ai connu ça. Voilà un bon bout de temps déjà que nous avons renoncé à être mieux que les autres. Longtemps, c'était parole d'évangile, nous avons été plus gais, plus charmants, plus cultivés, plus intelligent et surtout meilleur amant que ces misérables dans le vaste monde qui n'avaient pas le bonheur d'être français. Excusez les autres, hein, là c'est juste, on ne fait pas de discrimination. Hein. C'était l'époque où tout Français en voyage à l'étranger était la coqueluche des beaux esprits et des cœurs sensibles qui aspiraient à autre chose. La gloire de Pasteur et de Victor Hugo, de Brigitte Bardot et de Sarah Bernhardt s'étendait au bout du monde. Les petites femmes de Paris et le Collège de France régnaient sur les 5 continents. Bon, il n'y a pas que les Parisiennes. Hein, Donc c'est vraiment... Mais je me souviens que quand j'étais petit au Vietnam, c'est vrai que l'élégance des hôtesses de l'air de Air France, c'est connu. Hein?
C'est vraiment le rêve. Mais maintenant, comme ils font tellement de grèves que c'est cauchemar, quoi. Et maintenant, c'est fini. Notre satisfaction, un peu bénette, s'est inversée en morosité. Du coup, bon, je passe, hein, du coup, nous sommes devenus grognons. Notre belle confiance et notre bonne humeur se sont évaporés. Nous avons renoncé au bonheur d'être français. Et puis, on termine. S'il y a un endroit où il est encore possible de vivre, non pas sans doute comme coq en pâte, ni comme ange du paradis, mais enfin sans trop de honte ni de ridicule, c'est peut-être bien chez nous. Nous avons fini par mettre au point quelque chose d'assez rare dans le monde d'aujourd'hui. Une sorte d'art de vivre fondé sur la tolérance et où les legs d'un passé qui en remonte à tout le monde ne se mêlent pas trop aux espérances de l'avenir. C'est beau, hein? Ce n'est pas chez nous, tenez, qu'un dirigeant politique serait acculé à la démission pour des motifs de vie privée. Et c'était à l'époque Mitterrand, hein? Mais jusqu'à présent, c'est vrai, il n'y en a aucun qui a démissionné. Hein? Même à la dernière présidentielle. Hein? Un détail, peut-être, mais qui donne une idée du bonheur de vivre en France. Sexe, race, religion, opinion, personne n'a le droit chez nous de mépriser personne. Cessons de donner raison au mot cruel de Cocteau. Un Français, c'est un Italien de mauvaise humeur. Et c'est pas moi qui dis, attention, je continue à le dire. Hein. Répétons-nous plutôt, en tâchant toujours d'aider la divine providence, qui en a souvent besoin, un vieux dicton allemand qui n'a pas trop perdu, malgré tant de malheurs, de son actualité. Heureux comme Dieu en France. Et puis, ça me rappelle, à l'époque de Mitterrand, quand il a eu la visite de Gorbatchev. Hein? Et Gorbatchev et un journaliste lui a demandé « Qu'est-ce que vous pensez de la France ?» Et vous vous souvenez de ce qu'il a répondu? La France, c'est la dacha de Dieu. La dacha, c'est vraiment une maison secondaire de villégiature de la nomenclatura communiste à cette époque. Et il a dit, la France, c'est la dacha de Dieu. Vous voyez? Et donc, quand nous pratiquons ensemble, en Sangha au village du Prunier, nous aidons tous, nous contribuons tous avec le village du Prunier à contribuer à ce bonheur en France. Je vous remercie.